Je m'appelle Frédéric Laury et vous écoutez Les coulisses de l'art. Dans Les coulisses de l'art, on déambule avec l'artiste-chercheur Eddie Firmin. Eddie nous a conviés à le rejoindre dans le quartier Villemort, dans sa maison qui abrite aussi son atelier. Eddie est d'origine afro-descendante guadeloupéen et il est docteur en études et pratiques des arts de l'UQAM. Il est aussi détenteur d'une maîtrise de l'École supérieure d'art et de design du Havre-Rouen en France. Outre sa pratique artistique qui s'articule principalement autour du décolonialisme, il enseigne, publie, expose et assure le commissariat de multiples expositions. Il est entre autres le second artiste afrodescendant vivant au Québec à intégrer en août 2019 la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Bref, Eddie coiffe multiples chapeaux et tente de faire évoluer les logiques transculturelles et les rapports de force qui s'y jouent. Alors nous voici dans le quartier de Villemort. Eddie Firmin nous a invités chez lui, dans son domicile, où au sous-sol, il y a son atelier. On est sur une très jolie rue d'ailleurs qui est bordée par un parc et de très beaux jardinets. Voilà, je suis face à son petit escalier avec de jolies marches roses. Eddie? Merde, ça sonne déjà? C'est qui c'est? Qu'est-ce que c'est? J'arrive. J'arrive. Me voilà. Salut Eddie. Salut tout le monde. Tu sais que t'es enregistré. Hein. Ah mais oh ben je vais pas enlever ma mauvaise humeur donc non, hein, au contraire. Je vais être grognon quand même. Merci de nous recevoir. Bah écoute, bienvenue hein. Dans le beau quartier de Villemort. Ah, c'est quand même le meilleur quartier de Montréal. D'ailleurs, on avait nos bureaux l'année dernière. C'est vrai, je suis très content que vous êtes partis d'ailleurs. Et d'ailleurs, Eddie, c'est qui sur les murs là, je vois là, ces deux photos en noir et blanc qui sont d'ailleurs des magnifiques portraits. Ce sont des portraits de Massimba Ouati, qui est un des artistes de la Biennale de l'année dernière, la Biennale afro-descendante, à Flux, transnationale. Ah, excusez-moi, c'est à Flux, Biennale transnationale noire. Ouais. Je vais y arriver. Hein. En automne 2021, Eddie fut le commissaire de la première édition d'Aflux, Biennale transnationale noire. Elle fut intitulée Monde Bossal et prit place dans plusieurs institutions, notamment la Galerie Armure, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, Oboro et j'en passe. Moi, je vois d'ailleurs qu'il y a du plâtre. T'emmènes ton matériel en bas. Est-ce que ta conjointe te le permet? Non, c'est la guerre. C'est la guerre. Non, ouais, non. Et puis ça, c'est des réparations qu'il y a dans la maison. Donc ça, c'est pas à moi. Donc ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec mon atelier. Alors là, donc, on est chez toi. Oui. Et je vois au bout d'ailleurs qu'il y a ta conjointe qui est chez les voisines. Tiens, on va l'appeler. Vanessa. Je la salue de loin. Elle est en bonne compagnie. Ouais, c'est ça. Alors, donc, tu me disais, et tu sais que j'ai jamais visité ton atelier. C'est vrai? Non, ça va être une menteur. première. Non, je te promets. T'es jamais venu à moi. Mais comment ça se fait? Je suis venu chez toi, mais je suis jamais descendu. Vraiment, hein? Vraiment. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ben, je t'invite à l'atelier. Donc, ce tort doit être réparé, là. Ouais, je t'en prie. Je descends avant, c'est au cas où si quelqu'un se casse la figure, je serai le premier. Parfait, tu nous rattrapes. Ouais, non, je rattrape personne. Je vous regarde. On tombe par là. À moins de vouloir entrer dans le mur. Alors, oui, je reconnais certaines pièces. Bah, il n'y a pas grand-chose en ce moment parce que je préparais une exposition qui doit partir pour au CAD. Où ça? Au CAD, c'est la On-Site Gallery, c'est la galerie
de Cade University. Oui, à Halifax. Non, à Toronto. Non, à Toronto. À Toronto. Ben oui. L'université Ocade a été initialement fondée à Toronto en 1876 par la Société des arts de l'Ontario. À l'époque, elle s'appelait l'École d'art de l'Ontario. En 1912, elle a été incorporée en tant que Collège d'art de l'Ontario, devenant ainsi la première école au Canada dédiée exclusivement à la formation d'artistes professionnels en beaux-arts et en art commercial. Vous pouvez voir que j'ai réimprimé. Ah, je ne peux pas vous montrer mon imprimante, ma toute nouvelle imprimante 3D, mais j'ai réimprimé, enfin j'ai conçu et réimprimé tous les caches pour des moteurs, tout le système. Ah ouais. Donc ça a été 3 mois de recherche-création. Pour les auditeurs, si tu pouvais nous donner quelques descriptions de l'environnement, parce qu'évidemment, on est dans une expérience audio, donc c'est difficile pour eux de s'imaginer dans quel univers ils se retrouvent. Mais je vois quand même c'est particulièrement bien organisé. C'est pas ce que dit ma femme. C'est vrai. C'est pas ce que dit ma femme. Parce que tu as préparé notre arrivée. Bien sûr que je l'ai préparé. Comment hein j'ai fait, tu sais, j'ai laissé un petit peu de bordel. T'as fait un vrai ménage de printemps? Non, j'ai comme nettoyé un petit peu par terre quand même. Ah ouais. Je me suis dit, parce que vous allez marcher là, ça va être... Mais je vois l'alignement notamment de tes, non, ça, c'est habituel. De tes couleurs et je vois quand même que c'est classé par famille. C'est ça, c'est quand même habituel. Là, on a... comment tu pourrais un peu décrire tout ce qui nous entoure? C'est un capharnaüm de tout ce que je fais. C'est-à-dire que je touche à peu près tout. Il y a de l'électronique, il y a des dessins accrochés au plafond, avec des couleurs très flashy. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout ce travail-là de toi. Bah, c'est un travail que j'ai fait durant mon doctorat. Et en fait, ce travail est un travail de recherche sur comment l'image peut aider comment dirais-je, à convoquer une mémoire effacée. Donc en fait, ça fait partie d'une méthode que j'ai créée, c'est la méthode Bossal, pour ceux qui ont un problème de colonisation et qui se sont fait effacer la mémoire. Je leur dis bienvenue, je peux vous aider. Ouais, c'est ça. La méthode Bossal, c'est quoi? Eddie a déjà animé une conférence intitulée « Décoloniser sa pratique pour une méthode Bossal ». Il nous expliquera un peu plus tard ce concept dans la deuxième partie de notre balado. Les sujets quand même sont assez variés. Assez variés, hein. Sujet visuel. Donc c'est vrai que c'est des couleurs qui sont hyper tranchées, voire un peu fluo. C'est ça, exact. Et là, on reconnaît, est-ce que c'est Louis XVI? C'est Louis XIV. Louis XIV. Et on a... Il faut bien le décrire quand même, il a un porte-jartel avec des talons. J'attendais que tu le précises. Je voulais pas choquer mon auditoire. Avec un piment, marqué piment sur le côté. Et là, ça fait combien de temps que tu as cet espace de travail, d'ailleurs, qui a une super belle surface, qui occupe tout le sous-sol de ton appartement? C'est ça. Bon, il y a la partie bois, atelier bois, mais je ne vais pas le montrer là, parce que j'étais en train de couper derrière moi, c'est le bordel. Donc je vais garder cette partie-là pour moi. Mais ça fait à peu près 7 ans qu'on est à Villemar. Et puis c'est ça. Donc, à l'origine, c'était quoi cet espace-là? Est-ce qu'il était creusé? Parce qu'il y a une super belle hauteur de plafond. Ben, en fait, je suppose que le propriétaire voulait faire un sous-sol qu'il n'a jamais fait. Donc avant moi, il y avait comme un artisan, je crois qu'il était menuisier ou ébéniste, je ne sais pas trop. Bon, il y a du bois, ok. Et puis qui travaillait en bas. Donc voilà, donc c'est ça. Donc moi j'ai vu l'annonce, il y avait marqué artiste bienvenue. On vous dit, le lendemain matin, je sonnais à la porte, malade, je veux l'appartement. Donc voilà, et depuis, on est ici. Ça. Bah ouais, non, mais t'as même des espaces où on est presque dans des simili-galeries parce que t'as pas ça en blanc. Oh, bah je vais vous montrer quelque chose quand même, parce qu'en fait ça, c'est mon espace d'expérimentation. Donc il n'y a rien qui sort en général de l'atelier qui passe pas par là. Alors j'ai un... C'est un peu comme ta zone transitoire. Voilà, donc j'ai comme un système d'éclairage, tu sais, avec... Tu fais la documentation? C'est ça. Non, je fais pas ma documentation, mais ça me permet de placer mes pièces, de regarder l'éclairage, comment l'éclairage fonctionne ou pas. Tu sais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je me suis fait une galerie, enfin, je me suis fait une micro-galerie là pour... Alors naturellement, c'est rough. C'est pas... Non, mais l'effet visuel fonctionne hyper bien parce que chaque pièce se détache complètement du lieu. Et on voit le contraste entre l'espace un peu plus léché, blanc, et de l'autre côté, un côté beaucoup plus brut, où là, tu as un amoncellement d'objets
en les regardant, qui peuvent être assez hétéroclites. Je vois notamment un rat, un doigt d'honneur, un crâne, une relique religieuse. C'est ça. Bon, en fait, dans mon travail, je fais beaucoup de... Mais c'est typique de ma pratique. Et je veux dire, depuis 20 ans, je n'ai pas changé de système. Je collecte énormément de choses. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus contrôlé. C'est-à-dire que je collecte des choses pour mes projets. Mais la question j'allais dire du musée, parce que il y a une mouche là qui a élu domicile. C'est ça. Je pense Invité numéro 3, c'est ça. Mouche. Bienvenue la mouche. Enfin bref. Et donc donc c'est quelque chose qui fait partie de ma pratique depuis quelques années. Et puis c'est devenu de plus en plus affirmé. Là, Je vois d'ailleurs dans une vitrine, tu as un personnage qui fait un peu cartoonesque, coiffé d'une étole ou d'un tissu antillais. C'est ça. Mais en fait, c'est pas c'est c'est une noix de coco. C'est une noix de coco. Donc c'est pas un carton, c'est vraiment une noix de coco qu'il a à la place de la tête. Et puis c'est un objet, c'est un objet, on appelait les nègres de jardin qu'on retrouvait devant les maisons au Québec. Donc je l'ai acheté ici dans une dame qui était dans les mains d'une dame qui était très gentille d'ailleurs, mais qui tentait de m'expliquer que c'était un bon geste qu'elle faisait, qu'elle aimait l'altérité en mon un objet raciste. Donc j'ai comme pas discuté. Mais bon, c'est devenu une partie de ma pratique et puis c'est ça. Donc il y a des choses et d'ailleurs dans ma pratique, notamment sur le projet que je suis en train de réaliser en ce moment, mais qui est déjà diffusé à 2 endroits. Je trouve ça pas mal parce que j'ai pas encore produit les pièces. Il y a un appel à déposer des pièces négrophobes ou racistes qui alimentent j'allais dire une économie vintage du racisme et qui permet que certains présupposés continuent. Donc en fait, c'est une exposition participative, etc. Bon, je vous en dis pas trop, sinon vous ne viendrez pas. Donc, bien sûr qu'on va venir. D'ailleurs, tu m'en avais parlé. Je sais qu'un de ces 2 espaces, c'est le Centre Boro. Oui. D'ailleurs, tu m'as dit qu'on allait rencontrer Tamar. Oui, Tamar. Oui, elle devrait venir. Je suis ravi de la voir. Et là, d'ailleurs, en voyant ce tissu antillais, tu es toi-même guadeloupéen. Oui, tout à fait. Et comment on dit bienvenue en guadeloupéen? Bien bonjour. Bien bonjour. Oui, bien bonjour. Toi, pourquoi ça fait à peu près 10 ans que tu es à Montréal. 12 ans. 12 ans. Ça fait 12 ans pour être exact. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette ville? C'est pas la ville en soi, parce que je suis venu au Québec d'abord, parce que je cherchais une université. Et puis il était hors de question que je fasse, avec le sujet que j'avais, la question de la décolonisation, la question de la mémoire afrodescendante, donc qui était très... À l'époque, là, on parle d'il y a une quinzaine d'années, c'était très compliqué de parler de ces choses-là en France. Encore aujourd'hui, ça l'est. C'est très tabou en France. C'est ça, c'est très tabou en France. Donc je me voyais mal parler de ces choses-là en France et faire ce type de recherche, parce que il y a beaucoup de violences commises par le corps enseignant vis-à-vis des étudiants qui veulent avoir une recherche décoloniale. Et puis quand je parle de décoloniale, je parle pas de wokisme, parce que les gens racontent n'importe quoi. Là, c'est souvent parce que les gens se confondent la question du savoir et la question des sciences. C'est-à-dire que les sciences, c'est un type de savoir. Mais les sciences, ce ne sont pas tous les savoirs. Sinon, on ne pourrait pas marcher dans la rue, là. On marcherait comme des robots. Donc, on va dire que le plus gros de notre savoir n'est pas scientifique. Et en fait, à l'université, on a tendance à tout mélanger, à vouloir que la science devienne le savoir de référence. Alors que non, il y a des modèles de connaissance du monde qui sont beaucoup plus... Donc l'option Montréal s'est présentée parce qu'il y avait des universités qui étaient beaucoup plus enclines à te laisser développer le sujet sur la décolonisation? Pas nécessairement, mais c'est qu'il n'y avait pas cet a priori historique. Il n'y avait pas... ici, il y a le propre bagage. Nous avons notre propre bagage historique et notamment vis-à-vis de la colonisation. Mais ce n'est pas celui-là. Il y a aussi un récit de l'esclavage qui a été enterré aussi. Donc il y a comme il y avait une curiosité vis-à-vis de ce que j'ai pu proposer, et puis une facilité aussi
Alors c'était difficile parce que arriver avec un projet décolonial, je veux dire, j'étais un petit peu à l'époque. Tout le monde en parle aujourd'hui, mais je rappelle quand même qu'il y a quelques années, je suis le premier à avoir déposé une thèse entre guillemets décoloniale à l'UQAM, et puis j'ai beaucoup œuvré pour pouvoir. Pour pouvoir être accepté, c'est-à-dire non, pour pouvoir diffuser. Pour pouvoir diffuser. Parce que j'ai fait des conférences en veux-tu, en voilà. Et puis j'ai eu aussi une revue, et puis bon, et puis c'est dans ma pratique, enfin bref. Puis il y a beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, là, qui sont assez visibles aujourd'hui, qui ont lu ma thèse, que j'ai qui ont été biberonnés à ça. Donc bref, ouais, il y avait la place, et puis je suis très content d'être ici, et puis ouais, c'est que j'aurais pas pu faire ça en France. Je vois, on est entouré de céramique. Oui. Moi, j'ai découvert ton travail à la galerie Dominique Bouffard. Et c'est vieux, ça. Et oui, ça date pas d'hier. Oui. Et donc, le travail que tu présentais à cette époque, c'était de la céramique. Oui. Comment ce médium est rentré dans ta vie? Alors déjà, la première fois que ce médium-là est rentré, j'étais à l'école d'art de la Martinique, parce qu'on faisait de la terre. J'ai pas eu beaucoup de fun. Bon, j'avais un professeur qui était un peu despote, donc j'ai pas eu beaucoup de fun à ce moment-là. Et puis j'ai recommencé un cycle de résidence il y a peut-être un peu plus de 15 ans maintenant. Puis là, je suis retombé en amour avec la... Est-ce que pour toi, c'est le médium le plus disposé à pouvoir être le véhicule de ton message, tes réflexions, tes recherches? Je dirais pas ça. Je dirais que la céramique articule beaucoup de choses chez moi, parce que c'est comme une facilité. Mais j'ai aussi beaucoup d'intérêt à tout et à n'importe quoi. Ça dépend du projet que je fais. Mais c'est vrai que la constance, c'est la céramique. Parce que, je sais pas, il y a quand même quelque chose qui est lié à une origine biblique aussi, je sais pas, à la terre, dust to dust, je sais rien. Il y a quand même quelque chose de profond dans la manipulation de la terre. Et puis ça passe par tout le processus j'allais dire, de la géologique, là, il y a le feu, la flamme, il y a le foie, enfin il n'y a pas le foie parce que ça va péter là, mais il y a comme le feu là, qui solidifie les choses. Enfin, il y a comme tout un processus. Qui est d'ailleurs maintenu l'espèce humaine vivante. C'est ça. Face au danger de l'environnement. D'ailleurs, comment les idées naissent et arrivent en scène? Justement, est-ce qu'elles naissent à travers des discussions ou tu as déjà on va dire, des idées qui sont assez campées et définies que tu consignes par exemple dans des carnets ou les choses viennent à toi? En fait, j'avais une grosse pratique de carnet jusqu'au doctorat. Et puis, j'ai remplacé ça par du discursif. Là. On est beaucoup dans l'échange, beaucoup dans... Puis, qui me disent « Ah, elle est très bonne !» Mais moi, je pars au quart de tour. Donc, tu me donnes une idée, puis je tire le fil, et puis ça fait plein d'étincelles dans ma tête. Mais j'aime ça. J'aime ça, et puis toute ma pratique s'articule autour d'une remédiation d'une forme ancestrale d'art qui est le gros cas. Et donc l'une des particularités de cet art-là, auquel je me réfère et qui articule aujourd'hui ma pratique, c'est la collectivité. Comment le collectif alimente quelque chose, alors que ce soit toi qui fais le truc ou que ça retourne à la collectivité. Et c'est pour ça que mon travail, de plus en plus, se tourne vers la collectivité, se tourne vers le social. C'est comme un développement c'était prévisible. Mais voilà. Donc, et comment les idées naissent, comment elles arrivent c'est un petit peu de ça. Et puis parfois, c'est juste une image. Et puis on a une image en tête, elle n'a pas de sens. Et puis c'est vraiment cool. Et parfois, il faut faire confiance à ça. C'est que les images arrivent comme une claque, comme une tarte. Et puis on se dit, ouais, bon, c'est quoi ça? Et puis on dit, mais sympa cette image. Elle fait pas sens. Et puis avec un peu de temps, en la tournant dans tous les sens, elle fait sens. Et puis en la partageant aussi, elle fait sens. Bon, il y a des images que je partage pas parce que elles sont soit très fortes et puis je ne sais pas quoi en faire, ou alors je suis pas sûr. Donc j'en parle. Mais celles
dont je suis sûr, ouais, je les partage. Ouais. Oui, parce que j'imagine que c'est dans un processus de maturation, C'est ça. où là, dans cette gestation, tu fais le tri. C'est ça. Oui, ce qui est tout à fait... Et puis, en général, dans la scénographie des œuvres, là aussi, c'est pareil. J'attends les retours, même si je prépare quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui se passe sur le lieu. Mais il y a toujours une pièce qui va articuler l'ensemble du processus. Alors déjà, dans l'exposition, alors c'est le confessionnal, c'est super, mais c'est pas le confessionnal c'est un salon colonial qui va articuler tout ça. C'est toutes ces choses dont on discute, et c'est du coup comment le discursif peut aider aussi. Et c'est ça, donc c'est inviter à faire discours, à discourir de choses dans la salle d'exposition, et que ce discursif devienne une œuvre à la fois performative, mais comment dirais-je, une archive qui va pouvoir alimenter d'autres projets discursifs. Il y a Tamar qui vient d'arriver, elle va se joindre à nous. Salut Tamar. Je t'embrasse. On en profite. Il y a presque plus de pandémie. Hein. Bah non. On peut se tousser au visage. Ouais, exactement. On peut s'embrasser sans mettre des masques. Tamar Tambek est la directrice artistique du Centre d'artistes autogérés Oboro. Travailleuse culturelle, commissaire et autrice, sa pratique regroupe diverses disciplines. Elle a un parcours professionnel en art de la scène et est aussi titulaire d'un doctorat en histoire de l'art. Ses recherches et publications portent principalement sur les cultures visuelles de la maladie et de la médecine et les pratiques d'art contemporain dans des milieux de soins. Elle porte un intérêt marqué pour le corps, ainsi que son impact sur les représentations culturelles. On peut comprendre pourquoi Eddie et Tamar ont établi une si riche connexion. Alors Tamar, bienvenue parmi nous. Alors Tamar, tu es directrice artistique du Centre Oboro, mais tu es également commissaire indépendante, Oui. tout en étant docteur en art. En histoire de l'art. En oui, histoire de tout à l'art, fait. pour être plus précis. Tamar, depuis quand tu connais Eddie et dans quelles circonstances tu t'es rapprochée de cet artiste dont la verbe, vous allez, je pense, dans la prochaine demi-heure au moins, va vous interpeller? Écoute, de mémoire, je pense que je connais Eddie depuis aux alentours de 2018, je dirais, si je ne me trompe pas. Et puis c'était à ce moment-là, j'avais intégré l'équipe d'Oboro en tant que directrice générale et artistique. Et puis j'avais vu Eddie intervenir dans une table ronde organisée par Diversité Artistique Montréal, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et de son côté, je pense que Eddie m'avait vu intervenir dans le cadre d'un jury pour une soutenance de thèse de doctorat en recherche-création à l'UQAM. Et je pense que, de part et d'autre, on s'était appréciés pour nos interventions. Et puis, ben, à force d'en entendre un peu plus sur lui, puis d'apprécier sa façon d'être, de ce que je voyais comme ça, comme personne à distance, ben, j'en ai parlé avec mon CA et puis on a invité Eddie à se joindre au CA d'Oboro, où il est resté pendant quelques années. Et puis, c'est dans ce contexte-là qu'on a appris plus à se connaître comme individu. Et puis, tranquillement, on est devenus amis. Et puis, maintenant, on entame une première collaboration, en fait, sur le plan artistique. Alors, c'est toute une évolution. Elle va être commissaire, c'est ça. Première évolution formelle. Seconde collaboration. On l'a fait pour Afflux l'année dernière. Oui, mais ça, c'était plus en tant que, disons, producteur, là, si on veut. Mais là, personnel. c'est plus vraiment un projet autour duquel on discute beaucoup puis qui rassemble nos Oui, intérêts et communs. ce projet-là, est-ce que c'est celui qui va être diffusé chez Oboro? Oui, tout à fait. Donc Ouais. un projet donc, avec un certain nombre de volets. Donc d'ailleurs, tu nous as parlé d'un volet où les individus sont invités à déposer des objets à caractère raciste et qui constituent aussi le nœud un peu de problème de société. C'est une façon de se délester aussi d'un poids, mais d'une mémoire. D'une mémoire en objet. D'une mémoire en objet, c'est d'une mémoire formelle, d'une mémoire incorporée, parce que c'est exactement ça. C'est comment se départir de ça, comment... Et puis le geste aussi, parce que ça fait partie d'une installation, et l'installation en soi est celle de la catharsis. Comment se délester de choses qui nous empêchent d'avancer, ou comment... Et donc, il y a des dépôts de témoignages, alors que ce soit des violences qu'on a commises ou reçues, mais l'intérêt, c'est de venir faire un dépôt
Alors ça a comme la forme d'un confessionnal. J'ai trouvé ça très marrant. Bon, sans le projet culpabilisant, parce que c'est aussi ça. Donc il y a la possibilité de garantir l'anonymat, mais l'intérêt c'est de pouvoir expurger. Et puis la salle va être, c'est une toute petite pièce, donc elle va être insonorisée. Donc il y a comme une garantie de confidentialité. D'intimité, de confidentialité. Donc il y a tout ce projet qui est à la fois artistique, mais qui est à la fois social. Donc, puis je trouve que l'art peut servir aussi à ça. Ah oui. De ton côté, Tamar, en faisant des petites recherches, et je l'ignorais d'ailleurs, j'ai remarqué que ton travail portait sur, tes recherches portaient sur les cultures visuelles de la maladie, de la médecine. Donc tes pratiques artistiques en milieu hospitalier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour moi, c'est peu commun. Hein. Oui. Disons que depuis, on va dire, les 20 dernières années, j'ai rencontré quand même beaucoup de commissaires. Oui. Et c'est un champ quand même qui est assez singulier et assez unique en soi. Oui, puis il faut dire que ma thèse, je l'ai terminée en 2009, donc ça remonte à il y a longtemps quand même. Et cet intérêt-là, il avait commencé autour de 2003-2004. D'une part parce que j'ai un background en art de la scène en tant que praticienne. Et dans ce contexte-là, j'avais eu la chance de travailler en milieu de soins. Donc, j'avais côtoyé... j'étais en intervention, si on veut, autant dans des hôpitaux que dans des centres de réadaptation, de soins de longue durée, auprès de jeunes, d'adultes et de personnes âgées. Et en même temps, dans ma vie personnelle, il y avait beaucoup de maladies autour de moi, maladies physiques. Et puis, je me suis posé la question, à cette époque-là, on entendait déjà parler des représentations un peu activistes d'artistes en situation de handicap. Donc, où il y avait une dimension vraiment militante à leur représentation, mais il y avait moins de... le corpus autour des significations culturelles de la maladie, mais aussi des dimensions esthétiques ou des stratégies esthétiques qui étaient déployées dans ce contexte-là, n'existait pas tant que ça. Donc, ma thèse a porté là-dessus, notamment sur le côté performatif de ces gestes, qui pouvaient être des gestes visuels, pas nécessairement dans la performance comme telle. Mais tout au long, ça reprend un intérêt que j'ai pour le corps depuis un très jeune âge et aussi en tant que chercheuse, un intérêt pour le corps et les représentations du corps aussi d'un point de vue féministe également. Et c'est un peu un des champs où mes intérêts rejoignent la pratique d'Eddie, qui pour moi est une pratique très incarnée, qui ramène toujours des questions sociales à des enjeux liés directement au corps et aux représentations qu'on fait des corps soi-disant autres. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments croisés. Ça, la transsubstantiation, ça, c'est exactement le mot qui revient. Bon, ça, c'est entre nous, là, tout ce vocabulaire religieux. La transsubstantiation est un phénomène surnaturel décrivant la conversion d'une substance en une autre. Le terme désigne, pour une partie des chrétiens, la conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ lors de l'Eucharistie par l'opération du Saint-Esprit. Pour moi, c'est le mot qui revient beaucoup en ce moment quand je pense au travail d'Eddie, et notamment par rapport au projet sur lequel on travaille, c'est l'idée de la métabolisation. Comment transformer un poids, une histoire qui peut être un poids culturel, social ou une histoire personnelle et la transformer à travers une forme de digestion par le corps. Donc, que ce soit les objets qui sont déposés et par ce geste de dépôt sont pas dépourvus de leur ancienne signification, mais sont recadrés et donc peuvent avoir une nouvelle signification, une nouvelle mise en contexte, en dehors de leur historique d'objets qui circulent dans une économie raciste, en fait. Et la même chose avec les histoires. Qu'est-ce qu'on fait de nos propres histoires? Où est-ce qu'on les met? Quel genre de rite est-ce qu'on a? Le modèle du confessionnal, qui est comme une espèce de synthèse de, je pense, plusieurs de tes démarches antérieures. Ça nous donne quelque chose à faire. Ça nous donne un endroit où placer ces objets et ces histoires et les transformer en quelque chose de constructif, en fait. Parce qu'effectivement, la question, et puis je pense qu'elle le souligne bien, qu'est-ce qu'elle parle bien, hein? C'est super, bon, je m'arrête de parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand la question, c'est effectivement, où sont les lieux de catharsis pour ces... Et puis
on s'aperçoit qu'il n'en existe pas. Il n'y a pas de lieu de catharsis pour ça. Donc on vit avec ça. Alors moi, comme je viens d'une société qui a été construite dans ce système racialiste, parce que c'était une société esclavagiste, donc ça fait partie des racines même, de mes racines culturelles. Donc j'ai peut-être une connaissance aussi beaucoup plus incorporée de ça, donc beaucoup plus... c'est-à-dire le racisme n'est pas nécessairement quelque chose de automatique, que j'identifie automatiquement de manière raisonnée, mais je le reconnais de manière sensible. Il y a des fois où je ne sais même pas, mais je sais que c'est pas correct, c'est un geste. Et c'est souvent après que j'analyse, je dis « Oh mon Dieu, bah, c'était bien ça ». Donc oui, moi, chez moi, ça n'existe pas, en France encore moins. C'est les espaces où on va décharger, là, où socialement, il y a des lieux pour ça. Donc il y a comme eu un mix entre la violence commise par l'Église et puis la volonté de se resservir de ça et de la retransformer en histoire positive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que l'esclavage, la bulle papale, j'oublie la date, on ne va pas faire d'histoire, mais bon, que c'est une bulle papale qui a défini que les Africains n'avaient pas d'âme. Donc c'était OK, c'était le go. C'est l'Église qui a donné le go pour l'esclavage. C'est comme appuyer sur le bouton, on dit bon, c'est bon maintenant. Donc voilà. C'est absolument fascinant d'entendre Eddie évoquer des sujets graves sur un ton aussi désinvolte. Oui, parce que c'est vrai que le confessionnal, c'est troublant. Hein. Parce que, évidemment, ça évoque tout le poids de la religion. Et c'est un élément qui est forcément associé au problème. Et donc, en paradoxe, de rentrer dans cet espace-là qui est estampillé catholique, c'est troublant de pouvoir évacuer, même que ce soit des souffrances ou peut-être certains regrets. C'est ça. C'est que je pense qu'on a besoin de se départir de ces éléments-là. On a besoin de. Puis bon, le second volet, c'est la restitution de certains de ces récits. Donc on n'est pas encore là. Au Boro, ça va être la première version, où là, ça va être la collecte de ces éléments-là. Et puis la première sortie après au Boro, ce sera à Waterloo, au musée Clé and Glass. Où le confessionnal sera actif avec les deux parties. Alors il y a bien sûr là, une question très sensible qui était, en tout cas moi j'ai fait très attention à ça, c'était de ne pas vouloir, de faire très attention à ne pas jouer sur la culpabilisation du dominant et la revanche du dominé. Donc c'était, il y avait comme des stratégies formelles à ne pas adopter. Par exemple, le prie Dieu, éviter, parce qu'il y a des confessionnals, on se met à genoux pour parler au prêtre. C'était très beau comme système, j'ai dessiné, mais tout de suite le commentaire qui a été en bas, c'était « tu peux pas utiliser ça parce que ça va dans un seul sens ». C'est la genuflexion, on est peut-être à un niveau où il faudrait passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Et si on revenait un petit peu plus loin dans ta vie, comment l'art est rentré dans ta vie? Moi? Ouais. Avec des pochoirs. Je sais pas, je devais avoir 2-3 ans. Je sais pas, on m'a donné ça et puis je faisais des trucs partout. C'est le premier truc dont je me rappelle. Au bonheur de ta mère? Non, je pense que c'était la merde. Parce que j'en mettais partout. Non. Et puis après, j'étais toujours dans la lune en fait. J'étais comme... Un rêveur? Ouais, je m'emmerdais à l'école. Hein. Je trouvais pas ça fun. Ça. Et puis, je sais pas, quand il a fallu, tu sais, en France, il y a le collège. Donc, une fois que tu as fini, c'est avant le lycée, donc c'est pas comme ici. Une fois que tu as fini le collège, mais là, on voit où on veut te placer. Et puis, c'était l'ouverture d'une nouvelle aile au lycée, c'est art plastique. Elle dit, toi, tu fais des dessins, tu devrais aller là-bas. J'y suis allé vraiment sans conviction. Et depuis, oui, depuis ça fait partie de ton ADN. Ça fait partie de mon ADN. Et Tamar, et en ce qui te concerne, est-ce que c'est un cheminement qui était naturel depuis ton enfance ou D'aller vers les arts? Oui. Oh là là, oui, je suis le fruit qui n'est pas tombé très loin de l'arbre, je pense. Donc, dans ma famille immédiate, donc, ma mère était danseuse et chorégraphe et historienne de la danse. La mère de Tamar, Hiro Valaskakis-Tambek, fut détentrice d'un doctorat en histoire de la danse et a mené une carrière d'interprète et de chorégraphe pour plusieurs compagnies québécoises, dont le groupe
groupe Nouvelle Air, les Ballets Jazz de Montréal et la compagnie Eddie Toussaint. Décédée en 2004, elle était enseignante au département de danse de l'UQAM et a une bourse qui porte aujourd'hui son nom. Donc j'ai grandi en faisant de la danse, en allant voir des spectacles sur une base très régulière et on allait souvent au musée. Donc c'était l'activité que je partageais avec ma mère. Donc l'art était présent et moi en tant que praticienne, j'ai pratiqué en tant qu'artiste de la scène et pendant mon bac, je prenais des cours en théâtre, mais j'ai fait une mineure en histoire de l'art parce que mes cours en histoire de l'art me donnaient une meilleure compréhension de ce que je faisais sur scène, en fait, ce que ça représentait d'être sur scène, que mes cours en théâtre qui étaient plus axés sur la narration, puis la structure dramatique et des choses comme ça. Et puis, je me suis dirigée plus vers le théâtre corporel qui est plutôt abstrait. Et puis, bon... Après ça, maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. Oui, tout à fait. Et puis, on le sait, tout est lié. Oui. Devenir artiste, est-ce qu'aujourd'hui, avec le... Et je m'adresse à vous deux. Est-ce que c'est une nécessité, c'est déraisonnable? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que... C'est absolument déraisonnable. Et c'est pour ça que c'est nécessaire. C'est ça. Alors, il y a Sandra qui me fait un signe. Je suis la gardienne du temps. C'est la gardienne du temps. Arrête de raconter des... Mais ce qu'on peut faire, c'est à ce moment-là, on se suit en voiture et on va poursuivre la conversation à l'atelier circulaire. Okay, parfait. Ça vous va? Ok, ça roule. C'est parti. Fin de la première partie.